Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo du jeu Australia Z pour les zombies, mais pas que, surtout les grands anciens, parce qu'on a affaire au mythe de Cthulhu. Donc on peut voir ici dans les jumelles, ce qu'on aperçoit au loin. Donc le pitch de Australia, qui est donc un jeu de Martin Wallace, c'est la suite de Study in Emerald, la nouvelle de Neil Gaiman, dont il y avait déjà eu un jeu. Et en fait, Sherlock Holmes a réussi à trouver le moyen de chasser les grands anciens de Londres. L'humanité découvre à nouveau un peu la liberté, entre guillemets, de se déplacer, de voyager. Mais il y a une zone qui était une zone où on ne pouvait pas aller. C'était l'Australie. Et du coup, les colons débarquent en Australie. Nous débarquons en Australie. Donc dans le cadre du jeu multijoueur, bien évidemment, différents colons arrivent en Australie et vont essayer de s'implanter. Mais, manque de bol, en Australie, on retrouve les grands anciens et donc on va devoir les affronter pour se faire une place nous aussi. Donc une carte de l'Australie avec des hexagones, différents types de terrains. Donc on a la côte, un peu de montagne et du désert, ou l'inverse, la montagne. Sur les différents hexagones, vous avez très peu de symboles, vous allez avoir des numéros d'hexagones qui seront nécessaires dans le jeu, des symboles d'animaux, donc différents types de bétail et du maïs. Ça va indiquer le type de ferme qu'on va pouvoir faire sur cet hexagone. L'encre de bateau, ça va correspondre au port que les joueurs vont pouvoir placer. Donc on va placer en début de partie notre port, notre point d'arrivée en Australie, et il ne changera pas de la partie. Enfin, vous avez tout autour de la piste ce qui va servir de décompte de points à la fin, mais ce qui va servir aussi de décompte de temps pendant le jeu. Parce que le jeu, les actions du jeu vont nous prendre du temps, et ça va être une lutte permanente pour savoir le temps qu'on va dépenser pour les différentes actions, car le temps nous est compté. Ici en bas à droite, vous avez un résumé en fait, des grands anciens. Vous allez avoir donc les possibilités des différentes tuiles. Sur la gauche, les unités militaires qu'on va pouvoir recruter. Et ici une petite boussole qui va nous permettre en cas d'égalité, de diriger les grands anciens. C'est une aide pour l'intelligence artificielle du jeu. Là vous voyez ici des petites tuiles, ce sont les tuiles de grands anciens qui ne sont pas encore placées sur le plateau, avec 3 niveaux, donc plus c'est haut, plus c'est fort. Des ressources du jeu, on a de l'or, de l'acier, du charbon. Dans les cartes du jeu, vous aurez quoi d'autre? Donc la petite figurine qui est exclusive KS, parce que j'ai récupéré le jeu en KS, c'est une VO mais c'est existe en VF et c'est déjà disponible. Sur le matériel du jeu, il y a un peu de texte mais pas trop. Donc une petite figurine, ça va symboliser le moment où on mettra fin à la partie. Pour chaque joueur, même si je vous fais une démonstration solo, la présentation est la même quand on joue en multi. Des points, des petits cubes pour les actions. Ça, ce sont des petits points pour marquer des dégâts plus ou moins importants sur les monstres. Des fermes, avec le symbole qui va être différent selon le type de ferme. Et au dos des fermes, la version détruite de la ferme. Et enfin, puisque c'est un jeu Martin Wallace, du rail, parce que un Wallace sans train, c'est pas un Wallace. Le but du jeu, ça va être d'avoir le plus de points de victoire à la fin. Et les points de victoire, on va les gagner en fin de partie en faisant un décompte. Le jeu en lui-même, quand on est en multijoueur dans le cadre classique du jeu, c'est du semi-coop, à savoir que on lutte contre les autres joueurs, mais aussi contre les grands anciens. Les grands anciens sont comme un joueur, ils vont avoir un décompte de points à la fin. Donc soit les grands anciens gagnent, soit un joueur gagne. En solo, c'est un peu différent. On va devoir lutter contre les grands anciens, qui vont scorer aussi. Mais vu que tout seul ça peut être assez dur, parce que la carte reste la même,
on a des objectifs. Donc il y a plusieurs objectifs dans le jeu. Alors c'est pas vraiment un objectif de partie, mais c'est une aide qui va nous rapporter un gros nombre de points de victoire. Ici j'ai pris un objectif avec 15 points de victoire. Il y en a qui sont à 20 aussi. Donc 15 points de victoire, si j'obtiens ça, ce qui donne un bonus et normalement un avantage qui permet de gagner contre les grands anciens. En termes de matériel, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc on a un petit cube violet pour les dégâts des grands anciens. Des cartes de personnalité. Donc les cartes de personnalité, ça va être des personnes qu'on va pouvoir recruter tout au long du jeu et qui vont venir nous aider dans le jeu. Ensuite, nous avons les cartes qui vont servir pour le combat et pour le déplacement des monstres. Je vous ferai donc elles sont comme ça. Je vous ferai du détail quand on expliquera le combat. Ensuite, les cartes événements qui vont arriver de façon régulière dans le jeu. Plus ça va avancer, plus on va en piocher. En fait, vous allez voir que sur la piste, les grands anciens ne vont pas se déplacer tout de suite, ne vont pas se révéler immédiatement, mais vont se révéler à partir du moment où on aura passé un certain temps. Je vous expliquerai dans le détail la notion de temps. Et à ce moment-là, vous voyez qu'il y a une case sur deux qui est plus claire, qui est dorée. À ce moment-là, quand le jeton des grands anciens arrivera sur une telle case, on piochera une carte comme ça, et ensuite il y aura leur phase de mouvement habituelle. Quand la case n'est pas brillante, ce sera qu'une phase de mouvement habituelle pour les grands anciens, pour ceux qui sont révélés. Et ensuite, qu'est-ce que l'on a? Pour tous les joueurs, mais là en solo, il n'y a qu'un seul plateau. Le plateau joueur qui va vous indiquer les différents types d'actions. Ici, des marqueurs de santé mentale qui vont nous servir pour les combats. Avec une zone de HQ, la warehouse, donc l'entrepôt pour stocker nos ressources, les baraques pour stocker nos armées. Nos armées ne se déplacent pas sur la carte. Nos armées sont dans les baraques. Quand il y a besoin d'aller faire une attaque, ils prennent le train et ils doivent se rendre à l'endroit où ils vont faire l'attaque. Ici, c'est le déploiement des armées, donc ce sera uniquement pendant le combat. Et enfin ici, vous avez les différents types d'actions. Le petit symbole qui se trouve ici, ça représente le temps que coûte l'action. Hop, mes jetons sont tombés. L'intérêt du jeu, donc il est excessivement bien en solo, et en multi aussi, très dur à deux, pour l'avoir testé. Pour le jeu à deux, il y a des cartes qui nous permettent d'aider ou d'améliorer, de faciliter le jeu sur certains mécanismes. Faut que je n'ai pas encore essayé, j'ai essayé sans et c'est très dur de battre les grands anciens, s'il n'y a pas une grosse coopération à un moment. Et sinon, donc, le jeu, systématiquement, va avoir un setup différent, à savoir que les grands anciens vont être déployés, les ressources et les grands anciens vont être déployés différemment d'une partie à l'autre. C'est ce qui va permettre une grosse rejouabilité sur le jeu. Pour l'avoir testé 3 fois maintenant, c'est effectivement différent d'une partie à l'autre. La répartition des ressources des grands anciens est tellement différente que on se retrouve à chaque fois à se demander comment on va faire. Comment fonctionne le setup aléatoire? Donc c'est la partie longue du setup, parce que le reste c'est de la répartition de cartes. Ici pour ce deck là, c'est 5 cartes parmi 10 pour chaque rang. Donc, si je ne me trompe pas, 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a une autre. Donc c'est assez rapide à faire. Le reste c'est du rangement et de la mise en place sur la table. Donc le setup c'est la partie la plus longue. Vous allez voir que sur le plateau on a des zones qui sont indiquées avec un petit triangle gris. Et bien ce sont les zones où on va placer une tuile de setup. Et des tuiles de setup, on va en prendre 13 parmi les 20 qui existent. Donc ça veut dire qu'on n'aura pas tout le temps non plus les mêmes tuiles de setup placées sur le plateau. Et enfin, une fois qu'on les aura placées, on les révèle une par une et on place ce qui est marqué sur la carte, celle-là les bétons quand même. Il y en a qui sont moins chargés que ça, hein. Ça arrive. Donc voilà comment on place le setup. La case centrale, c'est celle où se trouve ma tuile de setup. Et ensuite, on place ce qui est marqué autour ou sur la case. Donc ici, ce sera 3 ors. Ici, un grand ancien, un grand ancien, un grand ancien, 3 charbons. Ici, en blanc, ah oui, j'ai pas fait voir les ressources qui sont de type phosphate parce que j'ai oublié de les sortir. Donc 3 ressources de phosphate. Pour les grands anciens, on a vu qu'on avait 3 niveaux de grands anciens, d'anciens en tout cas. Et bien le niveau, on met celui qui est indiqué sur l'hexagone où doit se trouver le grand ancien. Si jamais il y en a déjà un,
et qu'on en rajoute un autre, parce qu'il y a une tuile qui en met un autre au même endroit, et qu'on n'est pas au niveau 3, et bien à ce moment-là, l'ancien va gagner un niveau. Donc si on avait un niveau 1, il va passer au niveau 2. Si on avait un niveau 2, il passe au niveau 3. Voilà. Et après, il s'arrête au niveau 3 parce que c'est déjà assez difficile comme ça. Donc, je vais placer les tuiles comme ça. C'est très facile. Hop, hop. Ouais, ça elle est visible, donc ça, je retire. Sachant que... donc ça c'est le setup, donc il m'en reste 7. Hein. Donc j'en ai bien placé 13 sur les 20. En jeu en solo, on ne met rien sur la tuile numéro 14 qui est indiquée en rouge, ça on s'en souvient. Et qu'est-ce qui va se passer? Donc je vais placer ce qui est indiqué. Donc, je vais vous le faire voir pour le premier. Donc ici, on doit placer 3 charbons. 3 ors ici, un ancien ici, un ancien ici. Étant donné qu'il n'y a pas de niveau pour un ancien ici, on n'en place pas. On ne place que quand il y a un niveau. Et donc là, on place un niveau 1, face cachée. Donc on ne saura pas ce qu'il y a dessus. La tuile est faite, elle est installée. Hop, je passe à la suivante. Et ainsi de suite, je vais faire chacune des tuiles. Donc, magie de la vidéo, je vais le faire pour vous. Et on se retrouve juste après le setup. Et nous nous retrouvons donc, le setup est terminé. Donc, on peut voir, c'est encore une version différente. À chaque fois que je vois un setup, pour moi, c'est très très différent. On a une concentration de monstres ici, très éparpillé ici, et des ressources un peu partout. Très peu de ressources là-haut, là où il y a les grands anciens. C'est assez intéressant. Donc maintenant, la première chose que l'on fait, c'est de placer son port quand on va commencer à jouer. Normalement, quand on est à plusieurs joueurs, on fait dans l'ordre du tour, dans le sens inverse de l'ordre du tour. Là, je suis tout seul, je vais pouvoir placer mon port. Et c'est le premier point tactique à faire. Soit s'éloigner beaucoup des grands anciens, et puis se rapprocher des ressources. Donc là, par là, ce serait pas mal du tout. Parce que j'en ai quelques-uns, mais ça va crescendo. Et j'ai pas mal de ressources. L'intérêt ici, c'est qu'on évite de passer par ces prairies là, par ces montagnes, qui coûtent plus cher à passer en train, qui coûtent plus cher pour construire des voies ferrées. Puis surtout que les ressources sont plutôt de ce côté-là. Donc, pour résumer les ressources acier, charbon, vous savez quoi construire les trains, l'or a recruté les troupes. On va essayer de... On va essayer... Alors, le risque, parce que je vais placer sûrement mon port ici, le risque, c'est d'être très proche d'un grand ancien. À savoir que si notre port est détruit, parce qu'on est passé d'armée à ce moment-là ou autre chose, la partie s'arrête et on fait le décompte. Pareil en multijoueur, dès qu'il y a le port d'un joueur qui est détruit, la partie s'arrête et on fait le décompte entre les grands anciens et les joueurs. Donc la partie peut être rapide si on ne fait pas attention. Ou alors je me place ici et alors les voies coûtent pas plus cher sur le vert, mais prennent plus de temps. Et je vous l'ai dit dans le jeu, c'est une course contre le temps. Je vais la placer, c'est pas mal ici quand même. C'est pas mal ici. C'est pas mal. Donc j'ai mis ma base et maintenant je vais vous parler des règles pour que vous puissiez comprendre un petit peu comment ça se passe. À notre tour de jeu, je vous dis que c'est un jeu de temps. Donc ici, il s'est indiqué la position de départ selon le nombre de joueurs. Donc on place nos marqueurs de temps ici. Je vais simuler, mettons qu'on ait un autre joueur et qu'il soit ici, placé en même temps. À 2 joueurs, on démarrerait ici. Sur la piste du temps, donc pour l'instant c'est la piste de temps, ça devient une piste de score qu'à la fin de la partie, une fois qu'on a terminé. Sur la piste de temps, celui qui joue, c'est celui qui est le plus en retard. Et celui qui est le plus en retard, c'est celui qui est le plus loin en position. Dans le cas où j'ai des jetons qui sont empilés, c'est celui qui est sur le dessus. Donc là, dans ce cas-là, c'est lui qui jouerait.
il va faire une action, et son action va lui coûter du temps. En fonction du temps que ça lui coûte, on avance son marqueur. Action suivante, qui est le dernier joueur? C'est celui-là. Donc il va faire une action. Si c'est une action qui lui coûte qu'un seul temps, il va avancer de 1, et à ce moment-là, il peut faire une deuxième action, parce qu'il est toujours dernier. S'il refait une action qui coûte 1, il se met ici, et il est toujours dernier. Et il va recommencer, il peut faire 3 actions comme ça, consécutives, tant qu'il est dernier. En fait, on passe à un autre joueur, une fois qu'on n'est plus le dernier. Donc voilà le principe du temps, et c'est comme ça que vont se dérouler les tours. Il n'y a pas un tour avec chacun une action, c'est en fonction du temps, et en fonction de la position sur la piste. Alors, ici on est tout seul. Donc, on va être un peu tranquille au départ. Et qu'on soit tout seul ou en multi, à un moment, on va avoir le jeton pour les grands anciens, qui vont commencer à s'activer à partir du moment où tous les pions auront passé le pion violet, la marque 22. À ce moment-là, le pion des grands anciens va fonctionner comme le pion d'un joueur, à savoir que s'il est dernier, eh ben c'est le tour d'activation des grands anciens. Donc il fera pareil, il avancera de 1. Si c'est une case brillante, on tirera une carte avec l'horloge. Et ensuite, on fera son mouvement. Le mouvement, c'est 2 cartes qu'on va tirer pour faire son mouvement. S'il est toujours dernier joueur, il va refaire une activation. Donc lui aussi, potentiellement, il va faire plusieurs activations en fonction du nombre d'actions que nous, on aura fait et du temps que ça aura pris. Plus d'ailleurs du temps que ça aura pris que du nombre d'actions. Les actions. Donc comme on a vu, les actions, elles sont sur le plateau, ici. Donc pour résumer les actions, je vais retirer... Oh là, excusez-moi. Alors, on va peut-être bien les voir. Donc voilà le résumé des actions. Ici, on a l'action qui permet de placer 2 rails. Donc 2 rails, c'est cette action-là, on va pouvoir placer des rails sur les hexagones. Cette action coûte 2. 2 en temps. Et elle nous permet de placer des rails sur les cases qui sont de type jaune et les oranges. Celle-là et celle-là, pas sur les vertes. Elle nous coûte également 2 ressources, une de charbon, une d'acier. Donc il faudra que je dépense un charbon, un acier, 2 en temps, ça me coûtera 2 en temps, et je pourrais placer mes 2 rails sur n'importe quelle tuile qui est reliée à mon réseau. Donc au début du jeu, il n'y a que mon port, qui se trouve là-bas, auquel je pourrais relier un rail. Et ensuite, partout où j'aurais mis un hexagone avec un rail, parce que le rail va venir au milieu, comme ça, de 2 hexagones. Donc ça veut dire qu'à partir de cette tuile-là, je pourrais aussi placer des rails. Et ainsi faire mon réseau de voies ferrées sur la carte. Pour les cases qui sont vertes, et pour les autres d'ailleurs, j'ai essayé une autre action qui ressemble à la première, avec du charbon et de l'acier, mais cette fois, elle nous coûtera 3 en temps. Donc au début de la partie, vu que les grands anciens ils sont assez loin et qu'on n'a pas d'autres joueurs, on n'est pas trop dérangé, on peut dépenser des actions de temps. Mais plus ça va se rapprocher, et vous allez voir que on va vite arriver sur le réveil des anciens, et qui vont commencer à nous embêter. Autre action, aller dans les mines, récupérer des ressources. Donc les mines, elles sont représentées sur le plateau par tous les endroits où j'ai des ressources. Là, c'est pas le cas, mais je pourrais très bien avoir un endroit où j'ai 2 types de ressources. Quand je fais l'action miner, je peux prendre toutes les ressources d'un seul type. Donc si j'ai 2 types différents, je peux en prendre qu'un des 2. Par contre, je prends effectivement toutes les ressources. Pour pouvoir miner, il faut que la case où se trouvent les ressources soit sur mon réseau ferré. Ça veut dire qu'ici, je pourrais rien faire au début. Par contre, si j'ai ça, je pourrais très bien faire une action de mine pour récupérer les 3 d'or. Et vous voyez que j'ai 2 fois la même action, alors qu'ici, je l'ai qu'une fois. Pourquoi? Quand je vais faire mes actions, je vais placer des petits cubes comme ça pour dire que j'ai fait cette action-là. Donc si j'ai fait l'action pour faire la voie ferrée, je le fais là. J'avance de 2 mon marqueur. Ensuite, parce que tant que je n'ai pas rattrapé les grands anciens, je vais pouvoir continuer à jouer. Je peux faire mon action de miner. Je peux en faire une autre si j'ai une autre mine disponible. Et puis si j'ai une 3e mine disponible et que j'ai envie de la refaire, on va me dire, est-ce que je suis bloqué ou pas? Non, je ne suis pas bloqué. Je peux payer 1 or par cube déjà présent pour faire la même action. Donc ça veut dire que pour faire plusieurs fois la même action sans avoir récupéré mes cubes d'action, je devrais payer de l'or pour chaque cube déjà présent. Voilà comment on peut répéter des actions déjà faites. Donc celle-là, les 2 premières sont gratuites puisque j'ai les 2 cases. Mais par contre, dès la 3e, ça nous coûtera quelque chose. L'action qui est ici, ça permet de récupérer une carte personnalité, donc c'est celles qui sont affichées en bas.
Elles sont très importantes dans le jeu. Je pense qu'on peut pas gagner si on ne fait pas attention à ces cartes-là et si on ne prend pas les bonnes cartes. Il faut vraiment bien gérer ces cartes-là. Donc ça nous coûte un temps, aucune ressource, elles sont gratuites. On va les convaincre de venir avec nous. Ça coûte un temps, et puis un or et un temps si jamais on veut refaire 2 fois l'action. À savoir que donc on en a 5 cartes disponibles, mais on peut également payer un or en plus de ce qu'il pourrait y avoir d'autre comme coût, ou même la première action. Tiens, je pourrais faire ça, placer mon cube, payer un or pour prendre les 2 premières cartes du paquet et en choisir une. Tiens, s'il n'y en a aucune qui me convient, je tente ma chance, j'en prends une des deux premières et je remets l'autre sur le dessus. Ici, c'est la construction d'unités militaires, donc ça coûte un temps pour n'importe quelle unité militaire. Et le coût de fabrication, on le retrouve sur le plateau ici, il est indiqué aussi en bas à côté des unités. Donc je vais commencer par le train blindé, il coûte 4 or. Le ballon il coûte 4 or, l'artillerie 5 or, la voiture blindée 3 or, l'infanterie ne coûte qu'un seul or. Pour toutes les autres unités autres que l'infanterie, on ne peut prendre par action de construction qu'un type d'unité, enfin qu'une seule unité. Pour l'infanterie, je peux payer jusqu'à 2 or pour en avoir 2, donc c'est 1 par unité, mais je peux en prendre 2 pour une seule action de construction. Les unités achetées vont dans les baraques. Ici, l'import-export, qu'est-ce que c'est? C'est très simple, c'est que je vais pouvoir prendre ou vendre du charbon et de l'acier pour un temps, et je vais faire 2 fois l'action. Donc pour un temps dépensé, je peux par exemple prendre un charbon, et la deuxième action, je peux très bien revendre ce charbon pour avoir un or. Donc ça me permet de récupérer de l'or ou des ressources quand il m'en manque une ou deux, ça peut être pratique. L'attaque, donc on va y venir en détail après, ça me permet de faire une attaque. Dernière action avant que je vois ça, les fermes. Donc ici, vous voyez qu'il y a un X pour le temps. X, ça veut dire que le temps va dépendre de ce qu'on va faire. Donc c'est un temps par ferme placée. On peut en placer un type, jusqu'à 3 types différents. Je ne peux pas placer 2 fermes pas de popcorn mais de maïs, ou alors des moutons ou des vaches. Donc au maximum, je peux en placer 3, qui me coûteront 3 temps. Pour chaque ferme placée, on récupère un or. Donc au minimum, ce sera un temps, une ferme, un or, et au maximum, 3 fermes, 3 temps et 3 ors. Et enfin, cette action-là, sur laquelle on ne passera pas de cubes, parce que c'est l'action qui nous coûte un temps et qui nous permet de récupérer tous les cubes. Donc à un moment, on se dit, je récupère tous mes cubes, pour pas que toutes les actions me coûtent à chaque fois des ors, de l'or en plus. Donc c'est le refresh, c'est le fameux refresh qu'on peut avoir aussi comme un Manhattan Project, où on décide de récupérer tous ces ouvriers. Voilà pour les actions. J'espère que ça a été clair. Et maintenant, on va passer au combat. Donc le combat, comment ça se passe? Le combat, vous allez être amené, je vais prendre un grand ancien au hasard dans le tas. Vous allez être amené à combattre des anciens. Alors là, ces anciens, c'est alors on appelle ça des anciens, pas vraiment des grands anciens, parce que c'est des zombies. Donc vous allez voir qu'il y a différents types d'anciens dans le... On a un résumé d'ailleurs de la fiche qui se trouve ici. Je vais en reparler de cette fiche d'ailleurs après. On a Cthulhu, qui est comme le grand ancien. Un Shoggoth, des Migos, des zombies, des loyalistes qui sont pour les grands anciens, et les temples. Alors les temples, c'est un temple, ça ne bouge pas un temple. Donc un zombie par exemple, sur chaque unité vous allez voir comme ça, sur chaque ennemi vous aurez une indication de son nombre de points de victoire, et ici sa défense ou son nombre de points de vie. Donc ça veut dire que lui pour l'abattre, il faut que je lui fasse 2 dégâts. Comment ça se passe? Toutes les attaques que je vais faire, donc avec l'action attaque, avec l'action qui se trouve sur ma fiche ici. Donc toutes les actions que je vais faire, toutes les attaques que je vais devoir faire, il faut que je sois à portée de l'ennemi. La portée de l'ennemi, comment je la détermine? Elle est indiquée sur mes unités d'attaque à gauche. Donc à droite, on a pareil pour les unités, les points de vie comme pour les monstres, et à gauche, la distance d'attaque de mes unités. Donc cette unité-là peut attaquer à 1 de distance, donc en adjacent. C'est 1, c'est adjacent, 0, c'est sur la tuile même. Pour pouvoir faire l'attaque,
déjà, il faut que je puisse... Il ne faut pas que sur mon réseau, il y ait un grand ancien qui soit en train de casser des fermes ou qui soit sur mes rails. S'il y a un grand ancien sur mon réseau, je ne peux pas attaquer plus loin que ce grand ancien-là. Donc il faudra que j'attaque tout le temps celui qui est le plus près, s'il y en a un qui me dérange. Ensuite, une fois que j'ai décidé lequel j'allais attaquer, je vais rassembler les unités qui sont à bonne distance pour pouvoir l'attaquer, et je vais choisir celle que je vais envoyer. Donc on va faire un cas. On va dire, tiens, je vais prendre... on va mettre celui-là. On va dire qu'il y a celui-là qui est ici. Et je suis comme ça. Et je suis comme ça. Donc ici, j'ai bien un rail. J'ai bien ma voie ferrée qui est à 1 de distance du monstre. Hein, j'ai deux ici ou ici. C'est-à-dire si j'étais comme ça d'ailleurs. Hop. Ici, je n'y suis pas. Ici, je suis bien à une distance. Donc selon les unités, vous allez avoir des distances différentes. Le train, par exemple, ne peut attaquer que sur une zone de notre voie ferrée. Donc c'est-à-dire qu'il faut que le grand ancien, l'ancien y soit. Il faut que le monstre s'y trouve. Sinon, c'est pas possible. On ne peut pas l'utiliser. Le ballon, lui, par contre, il peut attaquer à 4 de distance. Donc je pourrais être à 4 du monstre que je vais attaquer pour le faire. Comment se déroule un combat? Alors, un combat, c'est très simple. Une fois que... admettons que celui-là était caché et que je déclare le combat, parce que je peux le faire. Donc je déclare le combat, je révèle. À ce moment-là, je peux décider de fuir le combat. Alors, avant de dire que j'attaque, je positionne en fait mes unités. Pourquoi je fais ça? Je vais positionner les unités qui vont partir au combat. Donc j'ai été mettre mes 2 fantassins, je pourrais en mettre qu'un hein, si j'ai envie. J'ai été mettre les 2 fantassins, et puis je vais mettre le ballon. Puisque le train ne peut pas y aller. La première chose que l'on fait, c'est qu'on calcule le temps que va nous coûter l'attaque, le temps passé, parce que c'est une action d'attaque. Ici, il y a un X, ça veut dire qu'elle dépend de différents facteurs, et ça va dépendre de nos unités. À chaque fois qu'on a un type d'unité, c'est par type d'unité. Ici, je peux en avoir 2 ou 5, ce sera pareil. Le type d'unité infanterie, ça me coûte 1 en temps. La voiture blindée, c'est 1 en temps, l'artillerie 1 en temps. Et par contre, le train et le ballon nous coûtent 0 en temps. Alors 0 en temps supplémentaire. Si jamais je n'avais que le ballon, ou que le train et le ballon, ça me coûterait au minimum 1 de temps pour faire l'attaque. Mais là, dans mon cas, où j'ai l'infanterie qui me coûte 1 et le ballon, ça me coûte que 1 en temps. Donc je déplace mon marqueur de 1 pour notifier l'action de temps. On révèle la tuile, et là on peut décider soit de se replier parce qu'on voit que c'est trop fort pour nous, soit de continuer l'attaque. Donc continuer l'attaque, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va retourner les cartes, ce sont les cartes d'attaque et les cartes de mouvement également. Donc comment ça se déroule? On retourne la carte, on cherche l'endroit où se trouve le monstre en question, vous voyez différents types de monstres, donc là le zombie. Sur la gauche, on regarde le type d'unité militaire que l'on possède qui est affiché. S'il y a un type d'unité que l'on a emmené dans le combat et qui se trouve sur la carte, à ce moment-là on place un dégât sur le monstre. Là ici, il y a la voiture blindée, j'en ai pas, je ne fais pas de dégâts. Ensuite, partie droite, les dégâts qu'il nous fait. Donc on voit qu'il nous fait un dégât. Donc je vais prendre un marqueur et le mettre sur une de mes unités. Je vais choisir l'unité sur laquelle je mets. Ici, j'ai que l'infanterie et le ballon. Pour les ballons, c'est spécifique, on peut le voir sur une autre attaque en dessous. Pour les ballons, c'est indiqué clairement que c'est le ballon qui prend le dégât. Les ballons ont une façon spécifique de gérer le combat. Donc pour toutes les autres unités, on peut placer le marqueur où on veut sur n'importe quelle unité. Mais toujours sur le dessus d'une pile. Donc si j'ai 3 unités d'infanterie, ça sera sur celle du dessus. Elle mourra avant que je puisse affecter les dégâts sur les suivantes. Donc admettons, je vais mettre sur la première infanterie. Et en plus, je perds un point de santé mentale. Donc j'ai commencé le combat avec 3. J'en perds un. À ce moment-là, je peux décider de me retirer ou pas. Si je me retire, les unités blessées, comme mon infanterie, donc mes unités vont revenir dans les baraques, toutes les unités blessées vont perdre leurs blessures, donc elles vont être soignées. Les dégâts sur le monstre vont rester, si j'ai en effet des dégâts. Admettons que je continue, hop, on tourne, le zombie, toujours ici. Ah, cette fois-ci, on voit que l'infanterie lui fait un dégât. Donc je place un dégât
de ma couleur, donc en solo ça n'a pas d'importance, en multi on peut être plusieurs à taper sur les monstres. Et les monstres conservent leurs blessures. Donc je place ma blessure sur le zombie, lui il m'en fait pas. Et je me suis dit de continuer, je continue. Hop, on voit encore que c'est la voiture blindée, lui il ne fait pas de dégâts, je peux continuer. Aucun dégât pour lui ou ni pour moi, je continue. Et c'est un jeu de stop ou encore en fait. Ah, je refais un dégât. Donc un dégât, on voit qu'il avait 2 en point de vie. À ce moment-là, je mets le deuxième dégât, je ne sais pas si vous voyez bien. Je mettrai le deuxième point, il était à 2. Je mets 2 dégâts, donc à ce moment-là, je vais remporter ce pion ancien comme trophée. Ça me comptera un point de victoire à la fin. Et je gagne le combat est terminé. Si jamais, c'était pas arrivé comme ça, donc il avait son point de dégâts, si jamais, pour X raison, j'avais perdu la santé mentale. Quel est l'intérêt de la santé mentale? Si vous avez dépensé si vous avez perdu vos 3 jetons de santé mentale pendant le combat, et que vous devez en perdre un autre, à ce moment-là, le combat est terminé, et vos unités blessées sont perdues. Donc c'est ce qui va différencier. Si vous perdez votre santé mentale et vous perdez une sorte de quatrième santé mentale, à ce moment-là, le combat s'arrête, vos unités partent en panique, et toutes celles qui étaient blessées sont perdues. Et celles qui ne sont pas blessées, par contre, rentrent dans les quartiers. Donc voilà l'intérêt de la santé mentale. La santé mentale, on en gagne 3 à chaque début de combat. À chaque combat initié, vous remettez 3 santé mentale dans votre stock. C'est uniquement la durée du combat. Autre chose, je vous ai dit, à chaque début, avant qu'on tire une carte, on peut choisir de se retirer. On distingue dans notre armée 2 groupes, le groupe qui est composé du ballon et les autres unités. À savoir, vous pouvez retirer toutes vos unités d'un seul coup, et mettre fin au combat, ou retirer que le ballon, ou retirer que les autres. Ça permet de continuer le combat qu'avec un seul type d'unité. Si vous voyez que c'est mal barré, si vous avez trop de blessés, si vous avez peur de risquer ça, ça permet de séparer les deux. Sachant que le ballon, il prend des dégâts que s'il y a un ballon qui est indiqué. Donc c'est pas tout le temps le cas. Autre information importante, sans ça ce serait très difficile, vous avez un tableau résumé sur la feuille d'aide, il n'y en a qu'une par contre dans le jeu, mais vous avez une feuille d'aide qui vous dit pour votre type d'unité et le monstre rencontré, l'efficacité de votre unité. Donc on peut voir que contre Cthulhu, l'infanterie elle est pauvre, et que contre un zombie, elle est très bonne, et que la voiture blindée est excellente aussi. Donc vous avez comme ça, et par exemple, contre les temples, la voiture blindée ou le train ne sert à rien. Donc vous avez une idée de l'efficacité de vos troupes vers un ennemi, et donc en fait du tirage potentiel que vous risquez d'avoir sur pendant les combats. À savoir que ça, c'est l'efficacité en attaque de vos troupes. Il n'y a pas d'indication sur le risque que prennent vos troupes par rapport à un ennemi donné, par contre. On ne sait pas. Voilà pour le combat. Donc ça, c'est le combat qui est engagé avec l'action de combat de la part du joueur. Vous allez avoir des combats qui vont être engagés, qui vont être faits automatiquement, par exemple dans le cas où votre port est attaqué. Quand vos fermes sont attaquées, elles sont détruites. C'est-à-dire qu'en fait, les grands anciens, quand ils vont se déplacer sur une ferme, ils vont la détruire. Quand ils arrivent sur votre port, si jamais par malheur ça arrive, il y a une attaque qui se déroule, et à ce moment-là, on fait un combat, mais qui ne coûte pas d'action, comme on vient de le faire là, contre l'ancien qui attaque votre port. Si vous perdez le port, ça met fin à la partie, on fait le décompte. Si vous gagnez, la partie continue. Voilà, j'espère que j'ai été clair pour les combats. On le reverra en détail dans la partie. C'est peut-être un peu rapide, je sais pas. Autre chose, donc on a vu, je vais replacer ça. Mon setup, on va le garder. Et on va mélanger le zombie ici. Autre chose, on va revoir, quand on construit des rails, j'ai pas le droit de construire des rails s'il y a un grand ancien. Je n'ai pas le droit de prélever, de miner s'il y a un grand ancien. Donc ça veut dire qu'il faudra que j'aille le bouger et le détruire, ou le faire bouger un petit peu, pour pouvoir aller sur la zone. Autour, une fois que notre marqueur a dépassé l'horloge, la 22, et que le grand ancien sera en dernière position, il va jouer. Comment ça se passe une activation?
Donc quand il part au tout début, donc si admettons que mon marqueur soit ici par exemple, donc le grand ancien va jouer. Il fait sa première action, donc il pense un temps, et il arrive sur une horloge qui est brillante. À ce moment-là, il tire une carte, on la résout, c'est une carte d'event, on la résout. Ça peut être une carte qui fait apparaître des grands anciens. Je vais les appeler grands anciens à force. Donc ça va faire apparaître un ancien, potentiellement, ou faire un autre effet dans le jeu. Et ensuite, systématiquement, que ce soit... Donc ça, c'est que pour les horloges qui sont claires. Que ce soit une horloge claire ou foncée, on va tirer 2 cartes mouvement. S'il y a des monstres qui sont révélés, s'il n'y a pas de monstres révélés, ou s'il y a que des temples, parce que les temples ne bougent pas, on va tirer 2 cartes, l'une après l'autre, et faire les déplacements. Comment est-ce qu'on fait les déplacements? Donc, ce sont les mêmes cartes que pour le combat. On regarde des unités qui sont entourées d'un rond blanc. Les unités qui sont entourées d'un rond blanc sont les seules qui bougent. À ce moment-là, on regarde sur le plateau, il y en a, et on les déplace si c'est le cas. Dans le cadre de mon zombie tout à l'heure, alors les zombies ne bougent pas souvent. Quand elles se déplacent d'une zone vers la ferme la plus proche. En cas d'égalité, on a ce petit marqueur ici qui va indiquer 1, 2, 3, 4, 5, 6, la direction privilégiée du monstre. Mais par rapport à quel numéro? C'est très simple, sur la carte d'attaque, tout est prévu. Il y a le petit numéro qui se trouve ici. Donc seulement en cas d'égalité, s'il y a une ferme qui est proche entre 2 joueurs ou entre 2 fermes même du même joueur, ou avec le port, c'est cette indication ici, donc le chiffre qui se trouve là, qui va indiquer la position de départ. Et ensuite, on a un sens anti-horaire ou horaire, qui va nous indiquer dans quel sens on tourne pour viser la cible la plus proche. Dès que ça match une ferme, c'est la direction prise par le monstre. Donc ça permet de ne pas se poser trop de questions sur les déplacements des monstres, et ça fonctionne très 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 bien. Donc le monstre, quand il passera sur des zones où il y a des ressources, ça ne le fera rien. Il va être attiré par vos fermes et il va les détruire. Donc les fermes, pourquoi est-ce que c'est important? Je vous ai dit au début de la partie, on joue contre les autres joueurs, en solo c'est pas le cas, et on joue également contre les grands anciens. Une ferme qui n'est pas détruite à la fin de la partie va rapporter aux joueurs qui la possèdent 2 points de victoire. 2 points de victoire pour une ferme. Donc, ce côté-là, quel que soit le type, on n'est pas... Ça peut être des vaches, des moutons ou du maïs d'ailleurs, et ça sera 2 points de victoire. Si elle est détruite, déjà c'est plus de 2 points de victoire pour le joueur, mais c'est 1 point de victoire pour les grands anciens. Donc non seulement quand on perd une ferme, on perd des points de victoire par rapport aux joueurs, mais en plus on donne des points de victoire aux grands anciens. Donc on n'a pas intérêt, même dans un jeu multijoueur, à laisser perdre ses fermes comme ça. L'autre chose, toujours pour les points de victoire, vous allez voir qu'ils sont très simples les points de victoire. On compte nos fermes, on compte éventuellement des points de victoire qui seraient sur des cartes personnalités, parce que vous allez voir que les cartes personnalités, il y a différents types. Je ne rentre pas dans le détail pour l'instant. Si je peux, il y a des one-shot, il y a des persistantes, il y en a qui sont valables que pour les combats, et il y en a qui donnent des points de victoire à la fin. Donc ici, pour le décompte des grands anciens à la fin, qu'est-ce qui va se passer? On va compter les fermes qui sont détruites, ça leur fait 1 point de victoire pour chaque ferme, mais en plus, on va compter pour chaque grand ancien révélé les points de victoire qui sont marqués sur lui. On a vu sur le zombie tout à l'heure, il comptait 1 point de victoire, donc s'il était encore en jeu à la fin de la partie, ça ferait 1 point de victoire pour le grand ancien, pour celui-là, et ça c'est pour ceux qui sont révélés. Pour tous les grands anciens qui ne seraient pas révélés, on va doubler les points de victoire du monstre. Ce qui veut dire qu'évidemment les plus forts qui sont ici et qui sont au fond vont nous coûter très cher si on ne les révèle pas au moins d'ici la fin de la partie. Et donc c'est pour ça que c'est important d'aller les chercher, seulement de les révéler potentiellement, pas forcément de les détruire, mais au moins pour faire diminuer leur valeur, de pouvoir les révéler. C'est là qu'intervient le ballon qui peut attaquer très loin. C'est très simple, on peut très bien décider d'une attaque sans aller jusqu'au bout. Vous avez vu que dans l'attaque, on peut se retirer à n'importe quel moment avant de tirer la carte, et ça permet seulement de révéler l'attaque, permet seulement de révéler un grand ancien. Donc il faut faire attention quand même, parce qu'évidemment s'il y a plusieurs grands anciens qui sont révélés, parce que ça pourrait être tentant de dire « Ah je les révèle tous », mais quand ils vont commencer à se déplacer, il y en aura de plus en plus qui vont se déplacer, et là vous faites raser. Donc ça va être de combiner pour récupérer des ressources, pour fabriquer son chemin de fer, faire ses fermes, détruire les grands anciens, les révéler. Donc en solo ça marche très bien malgré tout, la mécanique est la même qu'en multi.
Il n'y a pas de différence. Et en multi, ça marche très bien. C'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup. Donc, au niveau explication, je crois que c'est tout. J'ai rien oublié. Je peux vous donner des exemples de cartes. Un exemple de carte one shot. Donc celle-là, c'est on prend 4 aciers de la réserve. Et c'est un one use, donc on défausse la carte. Vous allez avoir ici une carte qui fait des points à la fin de la partie. Pour chaque ferme de moutons. Une persistante qui va faire quelque chose pour les trains, par exemple. Et là, c'est encore un game scoring. Alors, vous en avez aussi pour les combats. D'ailleurs, ça m'inquiète, il n'y en a pas pour les combats dans le setup, là. Ça va être dur. Donc voilà, pour les explications, j'ai été rapide, mais ça devrait être bon. On va directement aller à la partie. Ah oui, l'information, c'est que la fin de partie est faite. J'ai mis la figurine ici. À partir du moment où tous les pions de temps des joueurs et des grands anciens ont atteint ou dépassé cette case 53, on met fin à la partie immédiatement et on compte les points. Donc on se retrouve pour la suite et pour une partie complète de Australia.